à tous. Ça fait plaisir de vous voir, de voir tous vos visages. Apparemment, c'était la conférence avec le plus d'inscrits, donc on va essayer de vous passionner et de prendre le ton conversationnel. Je me présente, je m'appelle Sarah Forst, je suis directrice de la mode dans l'agence Nelly Rodi. C'est une agence qui a 40 ans cette année. C'est une agence de conseil de stratégie business et créative. On est très connu pour nos études prospectives et nos cahiers couleurs, nos cahiers de tendance, mais aussi on fait du conseil sur mesure dans les industries créatives. Donc je vous l'ai dit, moi je dirige la mode, donc le pôle mode. Avant qu'on commence à parler d'IA et que mes invités se présentent, mes super invités, je voulais juste reposer le contexte. On est en 2025 et aujourd'hui l'industrie de la mode, le secteur de la mode est en plein bouleversement. On l'a vu avec la conférence précédente, il se passe plein de choses avec Monsieur Trump qui a mis en place des taxes, donc ça bouleverse l'industrie. Les cartes sont rebattues, vous êtes non sans savoir qu'il y a beaucoup de marques de mode qui mettent la clé sous la porte, il y en a d'autres qui arrivent très très bien à justement se renouveler et comprendre justement les nouveaux outils qui sont en place. Donc voilà, je voulais juste remettre le contexte. Et je pense qu'on pourra régulièrement revenir à ça et donner des clés aussi si on a dans l'assemblée des personnes qui ont des marques de mode sur comment, dans ce moment qui est complexe, utiliser les outils SaaS et l'IA. Est-ce que tout le monde utilise l'IA? Levez la main s'il vous plaît, l'IA générative ou l'IA. Donc en fait l'IA, elle est partout et bien sûr dans la mode à tous les niveaux de la chaîne de valeur. Aujourd'hui on a deux invités très intéressants, je vais vous laisser vous présenter et on va explorer ensemble comment l'industrie de la mode a intégré les outils IA et où elles en sont dans leur assimilation des outils. Federico, tu veux commencer? Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux pour cette table ronde. Donc de mon côté, je suis Federico, je suis cofondateur et CEO de Clip. C'est une société que j'ai créée il y a 3 ans avec Théophile. On est tous les deux ingénieurs spécialisés dans le domaine donc, de l'intelligence artificielle. On vend un logiciel SaaS B2B aux marques, aux distributeurs de vêtements en ligne. Et on a créé la société principalement en voyant un chiffre post-Covid où le e-commerce se développait énormément. On a vu qu'il y a 30% des vêtements achetés en ligne qui sont renvoyés. Ce qui veut dire qu'il y a un tiers des consommateurs digitaux qui sont déçus par ce qu'ils achètent. Et ça vient simplement du fait que l'expérience digitale est très mauvaise par rapport à l'expérience physique. Elle est beaucoup moins interactive, vous n'êtes pas accompagné. Et on a vu que l'intelligence artificielle, la promesse, c'est de reproduire le comportement humain. Et donc on voit une opportunité vraiment pour créer une meilleure expérience en ligne, plus simple, plus efficace, qui aide les consommateurs à trouver le bon produit. Et donc on vend un logiciel qui va les aider à trouver la bonne taille de vêtements. Et on travaille sur un deuxième sujet qui est la création de contenu, dont je serais ravi de discuter. On travaille avec une centaine d'enseignes, principalement des clients grands comptes. On peut citer par exemple Lacoste, le groupe LVMH ou Showroom Privé. Et on a levé 2,5 millions il y a quelques années, moins que Automne, mais on est ravis de ce qu'on fait et merci d'être là. Merci. Bonjour, enchantée de faire votre connaissance, rapidement. Je m'appelle Sophie, je dirige les activités d'Automne en France. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Automne, le marché de la mode est captif de la démarque, captif de son incapacité, et c'est bien normal, à comprendre la demande de ces produits dans ces magasins. C'est hyper compliqué quand vous y pensez, quand vous créez de la mode, parce que vous créez des quantités, vous les mettez dans les magasins, mais vous ne savez pas si le client va venir pour acheter le produit dans le magasin. Or, le produit, quand il est dans le magasin, il y reste. Si le client ne vient pas, eh bien, il est bloqué dans le magasin. Donc nous, chez Automne, fort de ce constat, et fort aussi du constat que les gens qui font des approvisionnements, on appelle ça dans la mode, et qui mettent les produits dans les magasins, le font à la méthode du marin breton, c'est-à-dire petit doigt mouillé et puis un peu de data. On s'est dit qu'on pouvait aider les métiers à mieux faire grâce à notre intelligence artificielle prédictive de la demande. En français, demande prédictive AI, en anglais. L'idée, c'est donc de comprendre, grâce au cycle de vie du produit et à l'analyse de la vente du produit en magasin, dans chaque magasin, mais également en comprenant et en analysant les attributs du produit, donc les attributs de succès de chaque produit dans chaque magasin, comment est-ce qu'on pouvait mieux allouer les stocks dans chacun des magasins, ou bien alors comment est-ce qu'on pouvait tout simplement mieux produire les stocks pour son site internet. Nous sommes nés il y a 4 ans. Aujourd'hui, nous sommes un peu plus vieux que Clip, mais on a moins de clients, donc je suis un peu challengée. Là, il faut que j'aille très vite, parce qu'on a à peu près 80 clients que vous connaissez, qui sont des clients français et internationaux,
en très grande majorité des retailers du fashion. Et nous aidons les métiers d'approvisionnement, les acheteurs, les approvisionneurs aval et amont à faire leur métier de manière beaucoup plus facile. Après, c'est pas hyper compliqué parce qu'en général, ils font ça sur Excel. Donc, effectivement, lorsqu'on arrive avec notre IA prédictive, notre plateforme intelligente et intuitive, eh bien, on arrive à obtenir des résultats vraiment très, très, très intéressants pour nos clients. Super. On va directement rentrer dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui est le degré d'assimilation de l'outil de vos clients. Comment ça se passe, Federico, toi, aujourd'hui? Est-ce que tu as identifié des freins à l'adaptation de ton outil? Et est-ce que tu peux déjà faire des profils d'entreprises qui vont plus ou moins l'assimiler, la comprendre? Tu peux nous éclairer là-dessus? Oui, complètement. Effectivement, on a créé la société donc, en 2021. On a vraiment vu le jour et la nuit sur l'intérêt des marques pour la technologie. 2021, c'était l'époque du métaverse. On ne comprenait pas trop l'intérêt business de cette technologie. Et donc, on a vu cette évolution où là, elle s'y intéresse beaucoup plus fort, principalement parce que nos modes de consommation ont complètement changé suite à l'arrivée de ChatGPT en novembre 2022. On le voit tous, on a des attentes en termes de qualité d'expérience client beaucoup plus fortes, beaucoup plus interactives et personnalisées par rapport à avant. Il y a des freins, je dirais, de la part des marques sur l'adoption en termes de data. Beaucoup de marques ne sont pas encore adaptées à récolter la donnée nécessaire. Elles n'ont pas les personnes en interne qui connaissent le sujet. Donc je pense aux DNVB qui sont construites sur un modèle digital first. Donc elles ont des personnes très techniques en interne et elles arrivent à avancer rapidement sur le sujet. Les autres marques, leur métier à l'origine, c'est de produire des vêtements, de les distribuer. Ce n'est pas des personnes technologiques. Donc les marques sont en train de recruter en interne des personnes spécialisées sur le sujet. Nous, on les aide également à notre expertise. On vient en interne, on fait des présentations, des outils qui sont de plus en plus faciles à prendre en main, très intuitifs, pour les aider à adopter ces outils. On réalise des tests également, des A/B tests qui permettent directement de mesurer l'impact de ces solutions pour voir si ça intéresse leurs clients ou pas. Ça m'intéresse, c'est quoi de ces A/B tests? C'est quoi les KPI que tu vas regarder par rapport à justement ta solution? Alors, je ne sais pas sur le domaine de la prédiction de stock si vous pouvez faire des A/B tests, ça m'intéresserait de le savoir. Mais sur l'expérience client, c'est très facile. Vous avez un site internet. Sur la moitié du site, vous mettez une fonctionnalité. L'autre moitié, vous ne la mettez pas. Et donc, tout de suite, vous arrivez à voir quelle partie du site performe le mieux. Vous voyez s'il y a un taux de clic, donc l'utilisation de l'outil. Vous voyez si la conversion est meilleure, donc est-ce qu'ils achètent davantage. Et ensuite, nous, évidemment, on va suivre le taux de retour dont je parlais, où directement, vous voyez si les personnes qui utilisent votre solution renvoient moins. On a fait un cas d'usage, par exemple, avec Lacoste, qui a fait un pilote sur la France et l'Allemagne. On a mesuré pendant 4 mois cet impact-là, et on a vu une réduction de 22% du taux de retour pour les personnes qui utilisaient la solution. Donc en termes économiques, c'est très fort. Et là, on a fait un déploiement mondial, notamment sur le marché américain, qui est très stratégique pour eux. Sophie? Alors, je ne vais pas m'arrêter sur l'A/B test. Oui, l'A/B test, c'est une méthode assez facile, même quand on plante des carottes. On peut mettre dans un endroit du terreau d'une marque, puis dans l'autre endroit du terreau d'une autre marque. En revanche, pour moi, si on revient un peu au début de ta question, clairement, l'IA fait peur. En fait, c'est un petit peu le monstre quand on était petit qui nous empêchait de dormir. On ne savait pas quelle tête il avait et à quelle heure il arrivait, mais il nous faisait peur tout court. Voilà, c'est ça. L'IA fait peur et je pense qu'une grande mission, en tout cas, si on veut que nos entreprises avancent et que l'IA soit adoptée et donc permette aux métiers d'être plus efficaces et aux entreprises d'être plus performantes, parce que c'est l'objectif, un de nos jobs à nous, c'est de déconstruire cette peur. Pour ceux qui ont des enfants, ils connaissent la couleur des émotions. C'est pareil avec l'IA. On va prendre la peur de ça va remplacer mon travail, je vais être au chômage, mettre dans une boîte. On va prendre je ne sais pas comment ça marche, je n'ai pas les bons KPI, on va mettre dans une autre boîte, etc. Et puis on va prendre chaque peur l'une après l'autre. Les métiers aujourd'hui ne sont pas des métiers d'experts parce qu'ils sont accaparés par des tâches opérationnelles sans valeur ajoutée. C'est simple. Quand vous prenez un approvisionneur ou une approvisionneuse qui a d'immenses compétences et qu'on vous lui demandez de faire un tableau Excel pendant 3 jours, bon, déjà, son tableau Excel arrive trop tard et on a loupé le coche. Et d'autre part, c'est une mauvaise utilisation des ressources et de l'intelligence humaine, en fait, tout simplement. En revanche, quand on donne des bons outils, parce qu'au bout du compte, l'IA, c'est un outil,
C'est comme une pelle quand vous voulez planter vos carottes. Hein. C'est la même chose, c'est un outil, tout simplement un outil. Et quand vous donnez un outil qui est accessible et qui rassure et que vous expliquez correctement comment vous allez l'utiliser, alors les métiers s'en emparent. Alors effectivement, pour répondre à ta question, certains métiers s'en emparent plus que d'autres. Et clairement, les métiers qui sont les plus data-driven, ça rejoint ce que tu disais, Federico, hein, les DNVB, ils sont hyper data-driven parce qu'ils ont l'habitude de regarder le taux de conversion, le trafic, etc. Donc ils ont l'habitude de mettre la data au centre de leurs décisions. Donc clairement, pour Autonne, qui fait de l'approvisionnement aval et amont, l'aval, les gens qui gèrent les magasins sont très data-driven, donc ils sont plus aptes, ou en tout cas moins réticents à utiliser l'IA. Quand on part sur la partie plus créative, donc les achats, qui ont un sens marin très, très développé, parce que le petit doigt mouillé marche super bien, et encore une fois, avec tout le respect du monde, il y a beaucoup moins de data dans leurs décisions, et bien mettre de l'IA, ça fait peur, beaucoup plus peur. Et nous, notre rôle, c'est vraiment de les accompagner, de leur montrer, de rationaliser ce que c'est que notre IA à nous, et de la ramener en fait à des choses très basiques, de voilà ce que ça va te permettre de faire, et pourquoi, et voilà en quoi tu es essentiel. Tu es essentiel à l'utilisation de l'outil, parce que l'outil sans toi ne fonctionnera pas. Et je pense que nous, c'est quelque chose qu'on dit tout le temps aux acheteurs, sans vous, qui êtes de l'expertise, et sans Nelly Rodi, hein, parce que te le dire à toi, c'est une évidence. En fait, sans Nelly Rodi, qui est de l'expertise, tu disais tout à l'heure j'ai expliqué à Sophie que chez Nelly Rodi, nous ne sommes pas data-driven, mais nous sommes emotional-driven. Bah voilà. Donc on réfléchit avec nos cœurs, nos intuitions, mais ça ne veut pas dire que... vous n'utilisez pas l'IA. Bah non, voilà, on utilise l'IA à tous les niveaux de nos réflexions et de nos stratégies. Voilà. Mais c'est vrai qu'on est... Voilà, on utilise l'IA, mais on est emotional-driven. Mais ça t'avait... C'est exactement ça. Les achats chez Autonne ne se prendront pas que... Heureusement qu'on ne décide pas une collection de mode avec de l'IA. Enfin, franchement, heureusement, parce que sinon, on serait tous habillés pareil. Parce qu'en fait, et ça part de l'idée que chacun de vous a des goûts différents. Peut-être que parmi vous, personne ne mettrait cette chemise rose. C'est exactement là où on va. C'est-à-dire que certaines personnes mettent cette chemise rose. C'est pour ça que la mode est différente, diverse, distincte, et qu'elle parle à chacun d'entre nous avec notre émotion. Donc l'IA ne va pas faire ça, clairement pas. En revanche, l'IA va apporter de la data sur laquelle l'expert va poser son intuition. Et ça rend l'expert encore plus expert. L'expert a plus d'exigences vis-à-vis de lui. Il doit être encore plus smart. Il doit être encore plus humain, en fait. Face à l'IA, l'humain doit être encore plus humain. Et si je peux juste rebondir sur ce que tu disais sur les freins actuellement, et ça rejoint ce que tu dis également, les marques qui performent bien aujourd'hui, qui s'en sortent, sont celles qui ont une marque très forte. Et ça rentre en conflit avec l'intelligence artificielle et qui fait que c'est un secteur qui a plus de mal à adopter cette technologie. C'est que les marques ont un besoin d'une direction artistique très forte, qui a envie de garder un contrôle fort sur les collections. C'est une industrie qui est artistique, contrairement à des produits plus fonctionnels comme le bricolage, etc. Et donc on voit que tout ce qui est trop automatisé, ça leur fait peur. Ils ont peur de mettre du contenu visuel, textuel, généré par intelligence artificielle, surtout dans le monde du luxe, là où il y a un risque zéro en fait pour l'image, on a peur de ce qui peut se passer. Donc je pense que c'est un des gros freins aussi pour le secteur de la mode en particulier. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez des clients qui ont des peurs, on va utiliser le mot peur, sur justement les traitements de leurs données vous avez des outils SaaS, donc c'est des outils qui sans cesse, j'ai bien révisé, qui sans cesse vont se évoluer et performer et se perfectionner avec les données qu'on leur donne à manger finalement. Est-ce que vous avez des clients qui justement ont des peurs par rapport à ça, parce que l'outil est nourri avec leurs données? Alors justement, sur ce que je disais, les marques ont peur des boîtes noires sur lesquelles elles ne peuvent pas avoir de maîtrise. Il y a un peu une réticence, il y a besoin d'avoir un contrôle manuel du rendu final, de ce qui va se passer face aux clients. Donc ça, effectivement, en revanche, elles comprennent le pouvoir de la donnée, elles comprennent qu'une machine, maintenant, peut traiter des millions d'informations, qu'un vendeur, il a beau avoir tous les années d'expertise, avoir vu des centaines de clients dans sa vie, il ne va pas avoir les millions de clients qu'on peut voir sur un site internet. Donc elles comprennent la puissance de l'IA, mais évidemment elles doivent travailler avec la réglementation européenne. Donc notre solution, elle traite des images des consommateurs, c'est des données qui sont sensibles, on a leur poids, leur âge. Donc effectivement, on travaille avec des DPO, des délégués à la protection des données, qui viennent faire en sorte qu'on respecte le RGPD et surtout l'anonymité des données. Sophie, tu as quelque chose à ajouter là? Non, mais c'est drôle parce que ça fait un petit bout de temps que je suis dans le SaaS et je me rappelle il y a quelques années quand tu as dit DPO, on disait DPO est un métier d'avenir parce qu'effectivement, le contrôle de la privacité des données est une obsession.
DPO, ça stand for... Délégué à la protection des données. Voilà, délégué à la protection des données. Aujourd'hui, on en parle beaucoup moins, curieusement, des DPO, parce qu'aujourd'hui, on parle de l'IA, de la cybersécurité, etc. De tout temps, les marques ont eu peur de donner leurs données à. De tout temps. Après, aujourd'hui, il y a énormément de mécanismes pour protéger les données. Tout est extrêmement protégé. Il y a des tas de certifications que les startups peuvent passer, des tas de réglementations, etc. Donc pour moi, et je ne sais pas ce que tu en penses, Federico, mais la peur de l'IA est beaucoup, beaucoup plus importante et beaucoup plus émotionnelle parce qu'elle est émotionnelle et parce qu'il n'y a pas de certification. On ne peut pas dire à un bailleur, il y a une certification, tu resteras un expert. Non, ça n'existe pas. Donc en fait, c'est vraiment chacun à l'intérieur de soi. Moi, ça m'est arrivé de parler avec des marques qui ont fortement besoin de Ottone. Et qui panique en fait. J'ai une marque qui m'a dit c'est un miracle quand elle a vu Ottone et avec laquelle je n'ai jamais continué de discussion parce que je pense que la personne qui avait dit c'est un miracle, juste après a pensé je vais me faire virer. Et ce qui était faux, je pense, j'espère pour elle, elle est toujours là d'ailleurs, mais n'empêche que ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que ça ouvre un univers des possibles que certaines personnes qui n'ont pas confiance en leur expertise prennent comme un danger. Voilà. Et nous, notre rôle, c'est de rassurer. Complètement. Et je pense par exemple au secteur de la création de contenu. On voit tous les jours de la création de contenu par intelligence artificielle, que ce soit des vidéos, des images, qui devient de plus en plus réaliste. Je ne sais pas si vous voyez sur les réseaux sociaux, même moi qui travaille dans ce secteur, je commence à me poser des questions, à me dire est-ce que ça a été créé par IA ou pas. Donc on travaille sur ces sujets avec les marques. Et il y a tout le sujet du droit de l'image des mannequins. Est-ce qu'on a le droit de reproduire l'image d'un mannequin par intelligence artificielle? Et tout ça, c'est des secteurs qu'on connaît trop peu, sur lesquels il n'y a pas encore de législation, sur lesquels les marques ont besoin fortement d'être accompagnées. Et ça reste compliqué de naviguer dedans parce que personne ne sait trop vers quoi on tend. Et un petit insight sur justement l'IA qu'on utilise pour générer de l'image. J'ai discuté avec pas mal de marques et de clients. Il faut que la marque, comme tu disais, soit très forte pour que le prompt soit parfait. Donc nos métiers ne vont pas disparaître. L'humain, on a beaucoup besoin de l'humain pour travailler justement avec ces outils. Et toi, tu le vois tous les jours. Je voulais avoir peut-être aussi des exemples concrets. Peut-être Sophie, toi, de comment Ottone a une success story avec un de tes clients et on parlait de meilleure performance. Il y a aussi économiquement parlant, c'est intéressant. Et est-ce que durablement, par rapport à la planète, vos outils ont un rôle à jouer quand on parle de mode éthique, etc., de démarche éthique? Oui, avec grand plaisir. On a, nous, notamment, c'est un exemple hyper concret, on a un module dans Ottone qui s'appelle Rebalancing, qui permet de rééquilibrer les stocks entre les magasins. Alors pourquoi c'est utile de faire ça? C'est parce que les marques essayent de produire le moins possible aujourd'hui. On est passé vraiment d'une économie dans la mode de volume, où on produisait en fonction d'un objectif de marge, qu'en gros, si notre objectif c'était d'avoir 0,7, une marge ça se calcule sur 1, 0,7 de marge, on augmentait la production pour atteindre la marge. Parce que plus on produit, moins c'est cher à la production. À une économie, ça c'était avant, et à une économie où on va essayer d'aller au plus efficace. Donc produire en fait vraiment ce dont j'ai besoin, parce qu'en fait, si vous produisez trop, après vous faites de la démarque. Et quand vous faites de la démarque, vous tuez le marketing et l'image de marque que vous avez mis beaucoup d'argent à consolider, puis en plus, ça vous fait de la marge en moins. C'est bon jusqu'ici, j'espère que j'ai des financiers ici qui me suivent. Il y a beaucoup de marques aujourd'hui, je peux en citer quelques-unes parmi nos clients, comme Sud Express, comme Maison 123, mais il y en a plein d'autres, qui cherchent à produire des séries qui sont plus courtes, moins profondes en taille, et les allouer dans tous leurs magasins. Puis le problème que quand on fait ça, c'est qu'on n'a pas beaucoup de stock en entrepôt. Donc si un produit marche bien, très rapidement, on se retrouve avec un S par ici, un L par ici et un M dans un autre magasin. Vous savez que quand on n'a qu'une pièce, qu'une taille dans un magasin, on ne peut pas le mettre en rayon parce que sinon on a l'air de la foire fouille. Donc résultat des courses, on se retrouve un peu coincé en fait avec des produits qui sont répartis. Notre module rebalancing, il fait ça, c'est-à-dire qu'il va rééquilibrer les stocks, voir où est-ce qu'on consolide les stocks entre eux et on les met dans le magasin qui a le plus de potentiel de les vendre en fait. D'accord ? Alors attends, j'ai perdu la question dans mon explication. Pardon ?
voulais qu'on mette en évidence à quel point l'outil, parce que Ouais. le mot outil est le bon, peut aussi aider à réduire les invendus, la surproduction. etc. Super, c'est exactement ça. Du coup, ce qu'on va faire, c'est en consolidant les stocks. Donc déjà, vous avez une marque qui a produit moins. Donc quand elle devait produire 800 et avant elle produisait 1000 au cas où, là elle produit que 800. Finalement elle se retrouve, ou 200, j'en sais rien, bref. Finalement elle se retrouve avec des petits bouts de collection un petit peu partout. Elle les rassemble, elle finit par les vendre sans les démarquer. Donc en fait elle a moins produit, elle a plus vendu. Intéressant. Ça elle le fait grâce à Autonne. Donc, et là vous allez me dire, en fait c'est pas vraiment de l'IA, Sophie. Alors c'est un peu de l'IA, beaucoup de data et beaucoup d'expertise métier. Et beaucoup et c'est pour ça qu'on peut pas dire l'IA, clac, hop, ding, 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 et hop, c'est parti, ça marche, tout va bien. Non, c'est beaucoup d'expertise métier qui va comprendre quels sont les magasins qui ont le plus de potentiel grâce à notre IA prédictive de la demande, bien entendu, qui va ensuite dire, OK, les produits dans lesquels la demande forecastée, donc la prévision de la vente n'est pas bonne, c'est là il y a du S, il y a du M, consolide-les dans ce magasin-là. Et des clients que je citais avant, comme Maison 123, comme Sud Express, comme Zadig et Voltaire, font ça et voient des résultats quantitatifs bluffants. Si vous voulez, en un rééquilibrage, ils payent plusieurs années de la licence d'Automne. Donc, tout simplement, en fait. Donc, oui, on peut produire moins. C'est un peu le rêve. Hein. On produit moins, on fait plus de CA et en plus, on fait moins de démarques. Pour une marque de mode, c'est la panacée. Et ça, c'est beaucoup, encore une fois, de la data, du métier et de l'IA ensemble avec cette trilogie magique. En fait, je mets beaucoup de data, de l'expertise métier et de l'IA pour avoir une santé de la marque qui est plus forte. Et donc une projection au moment où tout le monde ferme, parce qu'en fait les marques ont fermé dernièrement, il y en a à l'appel. Hein. Au moment où tout le monde ferme, un succès comme Promode, qui n'est pas notre client, mais Promode, Maison 123 ou Sud Express, c'est à noter. C'est des gens qui produisent moins malgré tout, mais plus intelligemment et grâce à l'IA. Merci, je trouvais que ce point était vraiment intéressant. Federico, tu as quelque chose à ajouter ? Je dirais qu'effectivement, on est dans la même démarche d'aider à améliorer l'image de marque. Je pense au retour. Quand vous avez un tiers de vos clients qui sont déçus par ce qu'ils achètent, ça veut dire que le client, il arrive, il doit aller à la poste, prendre son vélo, arriver en retard au bureau, etc. Il n'est pas content quand il doit renvoyer le produit. Ça a un impact fort sur l'image de la marque. Ça coûte cher à la marque parce qu'elle vous a expédié gratuitement le colis, vous le renvoyez gratuitement, ça fait des allers-retours qu'elle doit payer, ça fait des émissions carbone, tu parlais de l'aspect écologique. Donc quand on arrive à baisser entre 10 et 25% les retours d'une marque, on vient améliorer ses marges, on vient améliorer la relation avec le client et l'image plus globale de la marque qui est très importante en ce moment où les marques qui n'ont pas un ADN suffisamment fort sont en train de fermer. Merci. Je vois l'heure qui tourne et j'aimerais qu'on puisse prendre le temps de questions. Mais pour conclure, l'IA, c'est plus une promesse lointaine. L'IA est là, et bien là, à tous les niveaux de la chaîne de valeur. Et l'industrie de la mode, elle a toujours été un laboratoire d'innovation. Je pense que les sociétés qui, justement, ne prennent pas le train en marche sont les sociétés peut-être qui vont être laissées sur le bas-côté. Est-ce que vous avez un mot pour conclure là-dessus ? De mon côté, je dirais qu'il y a une technologie en tout cas qui est vraiment passionnante, qui va avoir un impact très fort sur l'industrie de la mode. Pour moi, c'est la création de contenu, parce que les marques aujourd'hui, elles dépensent des centaines de milliers d'euros sur des mannequins, des studios photos, des retoucheurs, des photographes. Et là, il y a une opportunité pour créer du contenu plus créatif, plus diversifié, à grande échelle, pour un coût dérisoire. Et donc je pense qu'elles sont en train de voir l'opportunité passer. C'est pas encore mature, il y a plein de tests qui sont en train d'être faits, mais c'est passionnant et elles regardent ça de très près. Et je pense que c'est un des plus gros impacts technologiques sur le secteur de la mode des années à venir. Pour ceux qui ont mon âge ou plus, vous rappellerez qu'il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, on avait tous peur d'Internet. Ça fait drôle de dire comme ça, hein, mais c'est vrai. Il y a 30 ans, on avait peur d'Internet. On pensait, il y a des gens qui disaient moi, j'irai jamais sur Internet. Il y a des gens qui disaient ça il y a 30 ans. L'IA, ça fait partie de nos vies. Donc en fait, puisqu'on ne peut pas se battre contre l'IA, mettons de l'intelligence pour comprendre comment l'utiliser, surtout. Parce que il ne s'agit pas de tout prendre pour argent comptant. Il faut développer notre sens critique. C'est hyper important. Développer notre sens critique, ne pas croire tout.
réfléchir, c'est pas très compliqué, hein, l'IA, c'est un grand mot, mais c'est pas très compliqué. Et surtout le voir d'un point de vue opérationnel. Voilà. Comment est-ce que moi, je peux utiliser l'IA pour mieux faire les choses et mettre au centre de mon métier ma véritable richesse en tant qu'être humain et en tant qu'expert. Donc pour moi, c'est pas un virage. Pour moi, c'est une opportunité et que j'adore voir comme une opportunité à notre portée. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à suivre Federico et Sophie sur LinkedIn. Moi, je suis les Merci fans pour de la la promo. première heure. Et si vous avez des questions, parce que je pense que c'est passionnant, et en plus, on avait une demi-heure, il y a plein de sujets qu'on a survolés. Donc n'hésitez pas, on a 4 minutes. Bonjour, pour Bonjour. monsieur. La prédiction, dans le cadre du lancement d'une marque ou même en pré-lancement, est-ce que vous faites déjà des tests avec votre plateforme pour avoir une idée avant le lancement d'une marque, l'impact qu'elle peut avoir comme un test, un pré-test? Oui, absolument, sur comment lever les freins à l'adoption de nos technologies avant de lancer la technologie. Donc nous, on va récolter toutes les données passées de la marque sur les achats et les retours de la marque en question. On entraîne des algorithmes, on met dans des environnements de pré-production, donc un site, une copie du site, notre solution pour qu'elle puisse justement être rassurée sur à quoi est-ce que ça va ressembler visuellement, est-ce que les recommandations vont être bonnes. On fait tout ce travail-là jusqu'à ce qu'elle soit confiante. On lance, toujours pour la rassurer, on se lance sur des périodes de 3 mois, donc elle ne s'engage pas sur la durée. Actuellement, on n'a aucun contrat qui s'est arrêté au bout de 3 mois, donc on continue à le proposer parce qu'on a confiance dans ce modèle-là. Et ça lui permet, donc au bout de 3 mois, elle a un budget limité sur 3 mois, de voir l'impact concret sur ses clients, les chiffres, avant de s'engager avec nous plus longtemps. Est-ce qu'il y a une autre question? Ah, il y en a une là-bas. Il est 49, donc on va la prendre. Bonjour. Vous avez parlé de la création de contenu comme un levier, j'imagine, de croissance dans le domaine de la mode. Vous parliez de la création de contenu via IA, donc qui aime à générer par exemple de produits portés par des mannequins. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va faire peur aux consommateurs ou qui va plus être accepté globalement? Alors je pense qu'on n'a pas un degré de maturité encore parfait sur quels sont les bons cas d'usage. Il y a un sujet, par exemple, dans le monde de la mode, quand on photoshopait du contenu, il faut toujours mettre une mention modifier, photo changer. Actuellement, il faut communiquer aux consommateurs sur le fait que le contenu a été créé par IA. Ça peut poser tout un tas de questions. Certaines marques voient ça comme une opportunité pour montrer qu'elles sont innovantes, qu'elles utilisent des technologies et elles vont utiliser ça comme un outil marketing. Je pense à H&M, à Mango qui ont fait énormément de presse sur leurs mannequins digitaux. Donc ça peut être une stratégie. D'autres marques ont totalement peur de voir, je pense aux marques de luxe, elles font une promotion de tout ce qui est fait à la main, une promotion du travail d'artisan. Je pense qu'elles ont la même approche vis-à-vis de l'IA, de se dire que ça va dégrader l'image. Et là-dessus, le monde du luxe ne va pas imposer ça à ses clients, selon moi. Et ta question est super intéressante et je pense qu'il faut en faire un outil de communication. Ça va couper, mais il y a une pub, la collaboration de Valentino et Vans. Je ne sais pas si tu l'as vue, elle est vraiment géniale et c'est vraiment du brand content, tout ce que j'aime avec la main de l'homme et la main du robot et faite à l'IA. Je t'invite vraiment à la regarder. Et là, c'est vrai que le consommateur est au courant que c'est du contenu généré par l'IA et ça fait quelque chose. Je trouve que je t'invite à regarder cette pub. Elle est vraiment très belle et très intéressante. Ah, merci. On nous dit que c'est fini. Mais on peut parler là. On va rester là si vous voulez. Merci. Merci beaucoup.